C'est peut-être l'histoire la plus incroyable concernant la rencontre d'OVNI qui s'est produite en plein ciel. Vous allez voir, c'est une histoire qui est très peu connue et pourtant, elle est complètement folle et elle a fait grand bruit à l'époque. Alors juste une petite aparté, si je transpire, c'est parce que j'ai 42 fièvre, j'ai de la grippe depuis une semaine, je n'en peux plus. Dans la soirée du 17 novembre 86, le vol 1628 de chez Japan Airlines, c'est un avion cargo qui transporte du vin Beaujolais, et bien il prend son envol de Paris à destination de Narita. C'est d'ailleurs là où j'avais atterri quand je suis allé au Japon. J'ai fait une vidéo au Japon. Mais bref, lorsque l'avion atteint la section qui relie Reykjavik à Anchorage, au-dessus de l'est de l'Alaska, l'équipage va se retrouver brusquement confronté à 3 objets volants non identifiés qui sont absolument gigantesques et très préoccupants. Et donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est plus connue sous le nom de l'incident de Denali. Vous connaissez ma passion pour les objets volants non identifiés, je devais vous raconter cette histoire. Et attention, petit disclaimer, quand on dit OVNI, c'est pas forcément des aliens, mais des fois on sait pas. Et le rapport rendu sur ce qui s'est passé cette nuit-là reste à ce jour l'un des récits les plus convaincants de l'histoire moderne concernant des OVNI. Les membres d'équipage du Boeing 747-246F s'apprêtent à effectuer un vol de routine commercial dans le but d'exporter du vin Beaujolais au Japon. L'avion est uniquement dédié au transport de marchandises et aucun passager n'est inclus à l'intérieur. Et donc dedans, il n'y a seulement que 3 membres d'équipage. Et le pinard, c'est tout. Le capitaine qui s'appelle Kenju Teroshi, qui est un ancien pilote de chasse possédant plus de 10 000 heures de vol, est assis sur le siège gauche du cockpit. Le copilote est le premier officier Takanori Tamefuji. Lui, il est assis à côté sur le siège de droite du cockpit. Et Yoshisho Tsukuba, qui est l'ingénieur du vol, il est assis à l'arrière. Bon, à ce moment-là, ils vont décoller, et puis les premières heures de vol, elles vont se passer classiquement, rien de spécial. Mais vers 17h11, le capitaine Teroshi va repérer 2 appareils à l'extrême gauche de l'avion, à environ 610 mètres en dessous de sa position. Au départ, il va penser que ce sont des avions militaires, car ils suivent sa trajectoire de vol et sa vitesse. Sauf qu'aux alentours de 17h18 ou 17h19, on sait pas trop, eh bien ces 2 appareils modifient brusquement leur direction pour se placer à une distance d'environ 150 mètres, enfin entre 150 mètres et 300 mètres devant eux. Et tout ça dans une configuration empilée, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre. Alors attention, parce qu'en aviation, 300 mètres, c'est rien, hein, c'est à côté. Hein. Les 3 hommes réalisent vite qu'ils font face à des objets volants qui sont non identifiés, dont la vitesse, la précision chirurgicale et la maniabilité est absolument ahurissante. Et voici ce que dira le capitaine quand il a observé ces trucs à travers son hublot. La chose volait comme s'il n'y avait pas de gravité. Elle accélère, puis s'arrête, puis a volé à notre vitesse, dans notre direction, de sorte que, pour nous, elle semblait immobile. L'instant suivant, elle a changé de cap. En d'autres termes, l'objet volant avait vaincu la gravité. Dans un tout autre registre et avec l'aimable participation de mon partenaire depuis maintenant des années que vous ne connaissez pas, je vais vous le faire découvrir. Je vous propose de sécuriser votre connexion de bout en bout grâce à l'outil le plus puissant du monde. Et vous savez comment il s'appelle? Je veux bien sûr parler de NordVPN. En plus de surfer de manière sécurisée et anonyme sur le web, vous pourrez bien évidemment accéder à du contenu qui est bloqué en France. Est-ce que ça c'est pas magnifique? Elle est pas belle la vie. C'était mon prof de sport, il disait tout le temps ça. Bon, il est décédé, mais bon. Vous pourrez par exemple accéder à la Formule 1 en Belgique. Il vous suffit donc d'activer NordVPN et de vous connecter en Belgique pour y accéder. Mais NordVPN, ce n'est pas que ça. NordVPN vous propose également NordPass, qui va pour vous enregistrer tous vos mots de passe de manière extrêmement sécurisé. Et donc comme ça, vous n'aurez pas à vous souvenir de vos mots de passe. Mots de passe que tout le monde oublie tout le temps. Je mets au défi quiconque de retenir un mot de passe alphanumérique majuscule symbole de 50 caractères. Personne n'y arrive. Bon, il y a 2-3 mecs un peu chelous au fond de la salle, on sait qu'ils le feront, mais la plupart non. Oui, à ce niveau-là, c'est de la cryptographie, mais écoutez, je suis parano, laissez-moi. Et donc NordPass va le faire pour vous. Il va mémoriser vos mots de passe et vous n'aurez plus besoin de les réinitialiser, puisqu'ils sont enregistrés de manière sécurisée. Ça, c'est bon. Évidemment, je vous passe la possibilité d'avoir tout ce qui est logiciel moins cher, abonnement moins cher. D'ailleurs, récemment, moi j'ai des potes qui m'ont dit « Eh mais regarde, tu pouvais l'avoir moins cher ça avec NordVPN. » Et du coup, j'étais dégoûté parce que je l'avais acheté au prix normal. En tout cas, maintenant, vous le savez, ça existe. Avec NordVPN, NordPass, vous pouvez faire toutes ces choses. Et dans la description, évidemment, il y a le lien qui vous permet d'accéder à cet outil absolument incroyable, évidemment avec une réduction des familles, parce que c'est cadeau. Alors, n'hésitez pas, foncez.
Le capitaine de l'avion, il a des milliers d'heures de vol, il sait de quoi il parle, il a jamais vu ça. Il voit quelque chose qui défie les lois possibles et connues concernant l'aviation. Au fur et à mesure que les deux objets se rapprochent, le capitaine note que chacun présente une forme carrée, constituée de 2 panneaux rectangulaires émettant ce qui semble être des faisceaux lumineux, séparés par une section centrale qui est sombre. Dans ses croquis, le capitaine, il va émettre l'hypothèse que les objets pourraient apparaître cylindriques sous un autre angle de vue, suggérant que le mouvement observé des faisceaux lumineux pourrait être attribué à la rotation des cylindres. Il reste néanmoins difficile de visualiser davantage de détails, comme d'autres structures étaient obscurcies par la noirceur du ciel. Le capitaine, il va préciser que les objets se maintenaient volontairement du côté le plus sombre du ciel parce qu'il pense qu'ils ne voulaient pas être vus. Il pense que les trucs qui volent à côté de lui essayent de se planquer, mais tout en étant à côté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce que c'est? À ce stade, le contrôle de la circulation aérienne a été informé, mais n'a pas pu confirmer solidement la présence de trafic dans la position indiquée. Les contrôleurs aériens vont quand même indiquer au capitaine qu'ils détectent effectivement d'autres engins dans son périmètre, mais les mecs au sol, en fait, avec leur radar, ils voient ces choses-là par intermittence, c'est-à-dire qu'ils les voient apparaître, ils les voient disparaître, donc ils comprennent pas trop ce que c'est. Ils pensent que ce sont des interférences et pas un vrai objet. Sauf que lui, le capitaine, dans son avion, il les voit ces choses, donc elles sont bien là. Le capitaine, il va recevoir rapidement l'autorisation d'entreprendre une série de manœuvres et de changements de cap, mais également d'altitude afin d'éviter une éventuelle collision avec les dits engins. Sauf que une fois qu'il fait ces manœuvres, ces deux objets non identifiés vont continuer à suivre l'avion. Après un laps de temps de 3 à 5 minutes, les deux objets ont adopté une formation côte à côte, qu'ils ont maintenue pendant environ 10 minutes. Puis soudainement, ils se sont encore rapprochés de l'avion et ont littéralement illuminé toute la cabine d'une lueur extrême, produisant également une chaleur intense ressentie par l'équipage à l'intérieur. Et donc après ça, après avoir en quelque sorte irradié la cabine, eh bien, ils se sont évaporés. Ils ont disparu. Alors déjà que les mecs à l'intérieur, ils étaient en stress, vous allez voir la suite. Oui, parce qu'en fait, il y a un autre engin, cette fois-ci beaucoup, mais alors beaucoup plus grand, qui se tient juste derrière eux. Et ce coup-ci, le capitaine peut le voir. Il le décrit et le détaille. Il est absolument formel, c'est un objet volant en forme de disque qui se tient derrière eux, et qui de toute évidence les suit. Et le capitaine, à ce moment-là, il va le décrire comme étant un vaisseau mère, parce qu'il est beaucoup plus gros que les deux autres qu'il a vus avant. Le capitaine Teroshi a tout d'abord repéré une bande lumineuse pâle reflétant l'altitude de ce vaisseau mère, mais également leur vitesse et leur direction. En réglant la portée radar embarquée sur 46 km, il a confirmé la présence d'un objet dans sa direction prévue à 10 heures. Une distance d'environ 13,9 km. Et encore une fois, il va appeler les contrôleurs au sol et leur dire qu'il y a quelqu'un qui les suit. Il y a une espèce de vaisseau énorme qui est derrière eux à 13 km et il comprend pas ce qu'il fout là. Sauf que les radars au sol ne détectent rien. Alors que les lumières de la ville de Fairbanks commençaient à illuminer l'objet, le capitaine Terushi va distinguer avec stupéfaction le contour d'un gigantesque vaisseau sur son côté bâbord. Il dira que ce qu'il a vu fait 2 fois la taille d'un porte-avions. Je ne sais pas si vous voyez la taille d'un porte-avions. Vous multipliez par 2. Et tout ça volant. Alors pour information, un porte-avions, ça fait à peu près 340 mètres. On est sur un vaisseau d'à peu près 700 mètres qui vole. Est-ce que c'est pas bizarre? Oui. Même un dirigeable, ça fait pas cette taille. L'objet s'est mis à suivre l'avion tout le long d'un virage entrepris de 45 degrés et d'une descente de 35 à 31 000 pieds et a finalement exécuté le même dernier virage complet à 360 degrés. Mais encore une fois, les radars de l'aéroport où devait se poser l'avion, eh bien, ils n'ont rien vu. Les contrôleurs d'anchorage ont proposé une intervention militaire qui a été refusée par le capitaine en raison de sa connaissance de l'incident de Mantell, qui est une collision d'un avion avec un ballon sonde qui a coûté la vie à un pilote en 48. Donc là, le capitaine, il est pas fou, il se dit, bon, c'est peut-être un ballon, peut-être que j'hallucine. C'est très sûrement un ballon de 700 mètres de long, même si ça n'existe pas. Malgré ce refus, le gigantesque objet n'a été remarqué par aucun des deux avions, qui se sont finalement approchés du vol 1628 pour confirmer sa présence. Et à ce moment-là, eh bien le capitaine et son équipage l'avaient également perdu de vue. C'est-à-dire qu'ils ont quand même envoyé l'armée, parce que voilà, c'était une situation un peu bizarre. Mais évidemment, quand les avions de chasse sont arrivés, cet objet avait disparu, littéralement. Comme par hasard, évidemment. Il faut savoir que l'observation de cet énorme objet volant à côté de l'avion avait duré environ une 50aine de minutes. Le capitaine a cité dans le rapport officiel de la Federal Aviation Administration que l'objet était effectivement un OVNI. Pour objet volant non identifié, maintenant on dit un PAN. Et je rappelle encore une fois, OVNI égale pas toujours alien, faire la distinction. Un objet volant non identifié, ça peut être tout et n'importe quoi qui vole. Ça vient pas d'une autre galaxie forcément.
Attention. Mais peut-être. En décembre 86, Terauchi va donner une interview à 2 journalistes de Kyodo News, ce que la Japan Airlines va pas apprécier du tout. Il va être rapidement sanctionné pour avoir parlé à la presse et muté vers un travail de bureau. Il va réintégrer son poste de pilote que des années plus tard, avant de finalement prendre sa retraite dans le nord de Kanto, au Japon. Les journalistes du Kyodo News vont contacter en parallèle la FAA d'Anchorage. La FAA, elle est chargée de réglementer et de superviser toutes les activités liées à l'aviation civile aux États-Unis. Et en fait, en contactant la FAA, ils vont constater que l'incident, il a bien eu lieu et que c'était pas une invention du pilote. Dans la bonne fièvre, quoi, là, je suis pas bien. Toujours en parallèle, la FAA de l'Alaska va contacter en urgence John Callahan, qui est un des hauts dirigeants qui gère la branche des accidents et des enquêtes. Parce qu'en fait, il savait pas quoi dire aux médias. On les contacte pour une affaire où on a aperçu un truc volant qui fait la taille de 2 porte-avions. Qu'est-ce qu'on doit répondre? John Callahan n'est pas au courant de l'incident de Denali et demande à la région de l'Alaska de transmettre les données pertinentes à leur centre technique d'Atlantic City, dans le but d'étudier le dossier. Lui et son supérieur ont lu les données radar et les ont liées aux bandes vocales en filmant les lectures simultanées. Et un jour plus tard, au siège de la FAA, eh bien, c'est le bordel. Les gens, ils commencent à s'affoler. Ils ont informé le vice-amiral Donald D. Engen, qui a regardé toute la vidéo de plus d'une demi-heure et leur a demandé de ne parler à personne de cette affaire, mais aussi de préparer pour le lendemain une présentation globale pour un groupe de responsables gouvernementaux. Donc là, en fait, au lieu de s'adresser aux médias, les mecs se sont un petit peu réveillés, ils se sont dit, on va pas parler aux médias, les gars, il y a un truc trop bizarre, ça va remonter au gouvernement. Vous voyez, ça prend une tournure un peu enquête, finalement. Des représentants du FBI, de la CIA et de l'équipe d'études scientifiques du président Reagan ont assisté à la réunion, entre autres. À la fin de la présentation, tous les présents ont été informés que l'incident était secret et que leur réunion n'avait jamais eu lieu. Selon Callahan, les responsables ont pris possession de toutes les données présentées. Il a cependant réussi à conserver la vidéo originale, le rapport du pilote et le premier rapport de la FAA dans son bureau. Au bout de 3 mois d'enquête, la FAA, elle va donner ses conclusions durant une conférence de presse le 5 mars 87. En résumé, leurs contrôleurs ont confirmé la présence d'un ovni attribué à une image radar divisée qui est apparue avec un timing malheureux, comme ils disent, précisant que la FAA n'avait pas assez de matériel pour valider que quelque chose était bien là. Et bien qu'ils acceptaient les descriptions de l'équipage, ils insistent sur le fait que les 3 hommes sont incapables de soutenir ce qu'ils ont vu. Globalement, ils disent que sur les radars, on peut pas valider qu'il y avait quelque chose et on peut pas faire trop confiance à ce que disait l'équipage. Cet incident fait l'objet d'une attention bien particulière de la part des médias, d'autant lorsque les témoignages proviennent de pilotes de ligne expérimentés, avec confirmation ultérieure d'un chef de division de la FAA. Pourtant, Richard Gordon, le directeur du bureau des normes de vol, s'entretient avec les 3 hommes et sème le doute quant au récit du capitaine. Étonnamment, et malgré la présence d'un interprète, l'interview du capitaine Terauchi est intégralement menée en anglais. Sa maîtrise de la langue étant plus que limitée, le capitaine emploie des mots simples et ne peut donc pas développer de manière complète et précise ses propos. Comme si on faisait un petit peu exprès pour pas qu'il soit précis, quoi. Il décrit les différentes lumières qu'il a vues et les événements dont il se souvient, mais très grossièrement. Il décrit également sa tentative de prendre une photo des objets avec son appareil photo. Seulement, le journaliste, en fait, il va taper là où ça fait mal. Il va confronter le capitaine Terauchi en enchaînant les questions sur les précédentes observations d'OVNI qu'il a signalées. Parce que non, ce n'est pas la première fois que le capitaine Terauchi fait remonter ce genre d'informations. Il a déjà vécu 2 autres rencontres. Ce point joue en faveur des sceptiques, évidemment, qui tentent de décrédibiliser ses propos en pointant du doigt le fait qu'il a simplement vu ce qu'il voulait voir, poussé par l'envie de croire à une rencontre du 3e type. Bon, alors sur ce point, c'est important de faire un rappel. On va le pousser dans ses retranchements en lui disant, bah regarde, t'as déjà fait plein de signalements, donc c'est un peu bizarre que t'en vois autant. On peut prendre le truc à l'envers, en fait. Combien de pilotes ont vu des choses et n'en ont pas parlé, par peur justement de perdre leur place? C'est exactement ce qui est arrivé à ce capitaine. Encore une fois, pas forcément des aliens, mais des trucs militaires, ou voilà, des choses dont il fallait pas parler. Des choses volantes, hein, j'entends, des ovnis, hein. Je pense que le mec est plutôt honnête, et en fait, dès qu'il voyait quelque chose, il le rapportait. Je pense aussi qu'il y a plus de pilotes qui ont vu des choses et qui n'en parlent pas. Évidemment, c'est normal, hein, on veut pas perdre sa place. Parce que finalement, regardez, vous balancez ce que vous avez vu. Qu'est-ce que ça va apporter? Une enquête, les médias, des problèmes. Vous allez être au centre de cette histoire. Vous êtes pilote, voilà, vous gagnez vos 10 000 balles par mois. Ça prend des ampleurs énormes et tout d'un coup, on vous dit, bah, tu vas aller dans un bureau, hein, tu vas plus piloter. Je pense que les pilotes n'ont pas envie de ça. Mais bref, le second à passer à la casserole est le copilote. Là encore, malgré la présence d'une interprète, l'entretien sera intégralement mené en anglais. Évidemment, le copilote, il parle pas anglais, donc forcément, il y a des problèmes de traduction. Et sans grande surprise, une grande partie est à peine compréhensible. Il explique cependant qu'il ne pouvait pas voir grand-chose
chose de ce qui se passait à gauche de l'avion en raison de sa position sur le côté droit du cockpit. Lorsque les objets étaient directement devant l'avion, il les décrit comme étant seulement des lumières. Il va ajouter qu'il ne peut pas confirmer que ces lumières soient distinguables de celles des étoiles. Alors ce truc-là, c'est un peu bizarre, hein, entre une lumière d'étoile et une lumière d'un truc qui t'ébouille la gueule et qui vient de chauffer la tronche, c'est quand même un peu étrange. Le dernier entretien qui va se passer avec l'ingénieur du vol est quant à lui beaucoup plus concis. La première chose qu'il va demander, c'est s'il peut parler en japonais. L'interprète s'en occupe à partir de ce moment-là, et le dossier est présenté de manière assez claire et cohérente. L'ingénieur va accorder une certaine crédibilité au récit du capitaine, décrivant deux types de lumières qui n'étaient pas des lumières de ville. Il indique n'avoir vu que des lumières et aucune structure, ce qui est légèrement différent du témoignage du capitaine. Sauf que l'histoire, évidemment, elle s'arrête pas là, parce que dans cette même zone, peu de temps après l'incident du vol 1628, eh bien, il y a eu d'autres apparitions. On est le 30 janvier 1987, il y a un KC-135 qui volait de la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage en Alaska. Eh bien, l'équipage a signalé un grand ovni silencieux en forme de disque. À ce moment-là, le contrôle radar d'Anchorage n'a rien montré d'inhabituel. Encore une fois, le contrôle au sol, il le voit pas. En un instant, le contrôle radar a demandé au pilote de l'avion s'il avait toujours l'objet inconnu en vue. Le pilote était effrayé et il a répondu que oui, ajoutant que l'ovni n'était qu'à 40 pieds de l'avion. Les pilotes de chasse envoyés ont constaté que l'objet volant manœuvrait exactement de la même manière que celui précédemment signalé par le vol 1628 par les Japonais, un mois plus tôt. Le lendemain, le 31 janvier 1987, une autre observation similaire s'est produite dans le ciel de l'Alaska. Le vol 53 de l'Alaska Airlines a signalé d'énormes objets en forme de disque qui volaient près de leur avion. Malgré de nombreux sceptiques et contre-indicateurs, John Callahan va continuer à croire en ce récit. Que pouvons-nous faire de toutes ces observations faites par des témoins crédibles, y compris les pilotes de l'armée de l'air, des ingénieurs de bord, des pilotes expérimentés, des contrôleurs de la circulation aérienne, des enquêteurs de l'aviation? Qu'est-ce que c'était? Et plus important encore, pourquoi ces choses semblaient-elles suivre et observer ces trois avions? Bon, évidemment, ce genre de situations vont lever plus de questions qu'elles vont apporter de réponses, comme d'hab. Il y a pas si longtemps, la NASA elle-même, elle a mis en place une team littéralement Mulder et Scully. Hein. Il y a des choses qui se passent, hein. On n'est plus dans le truc rigolo, on se dit « Oh, ils ont halluciné, les mecs ils fument trop ». Apparemment, ils vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire plein d'analyses, notamment d'images et de vidéos, pour évidemment essayer de donner une explication à ces phénomènes très étranges qui ont été vus par des personnes. Je suis vraiment un passionné de ce genre d'histoire, je sais que vous appréciez aussi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, je vous invite à aller voir celle-là, si vous le désirez. À la prochaine vidéo les amis, au revoir.